Je suis un petit peu jeune, enfin, pour avoir vécu mes 68, puisque alors je vous êtes suis né en 1959. 1959, voilà. Mais quand même, il y a eu des bribes. Hein. Oui. En me replongeant là-dedans, je me suis rendu compte de quelque chose d'intéressant, c'est l'optimisme qu'il y avait à cette époque, une sorte de dynamisme absolument incroyable. Tout le monde pensait que la vieille société, un peu carrée, un peu étouffante, allait disparaître et que tout allait aller vraiment beaucoup mieux. Donc c'était vraiment une période très très optimiste. Et puis ça m'a frappé parce que j'enseigne et j'ai des enfants et je vois que eux n'ont pas du tout cette idée-là. Ils sont plutôt un peu craintifs, ils ont un peu peur de l'avenir. J'entends souvent des choses comme, je sais pas, quand je dis que je serai bientôt à la retraite, on me dit oui, nous on n'aura jamais de retraite. Les conditions économiques n'ont pas l'air faciles. Enfin, tout a l'air très difficile pour eux. Il y a très peu d'espoir. Et ce qui m'a surtout frappé dans cette époque, et ce que j'aime beaucoup dans cette époque de mai 68, c'est cette explosion d'optimisme en fait et de liberté. Je me suis rendu compte récemment, en relisant aussi des vieux textes, que la grande question de mai 68 et de ces années-là, c'était les sciences humaines. Tout le monde parlait des sciences humaines, c'était vraiment extrêmement important, c'était des disciplines à l'université partout qui étaient dominantes. Et puis quand je réfléchis à ce dont on parle maintenant, ce qui a triomphé, c'est l'économie. Donc c'est tout à fait différent, les sciences humaines se tournent autour de l'homme, l'économie tourne autour de l'argent. Maintenant on dit ce qui est bon pour l'économie est bon pour l'homme. Et vous voyez, je préfère quand même un monde qui s'intéresse aux sciences humaines qu'un monde qui s'intéresse à l'économie, qui tourne autour de l'économie strictement. Donc je suis plutôt attiré par cette période-là, pour cette raison. Il y a d'autres raisons pour lesquelles j'y suis pas du tout favorable. Il y avait quand même des modèles de comportement qui étaient très durs à cette époque-là, notamment au niveau de la politisation. Il fallait être soit de droite, soit de gauche, c'était très tranché, ceux de l'autre camp étaient des salauds, etc. Il y avait des manières aussi d'agir, c'était pas aussi libertaire qu'on le disait, hein. Il y avait des modèles de comportement très précis, donc ça c'était un peu dur peut-être, mais je suis favorable à cette envie de la science humaine, de l'homme, du développement. Vous êtes venu avec effectivement l'objet rituel avec lequel nous demandons, oui alors allez-y, penchez-vous. En fait c'est deux objets. Deux objets, d'accord. Donc vous êtes venu avec un objet, l'objet rituel que nous demandons aux auteurs de prendre avec, qui est tout à fait lié à la thématique, au valet. Vous allez très vite comprendre pourquoi, dès que le sac à dos s'ouvrira. Voilà. Voilà. Attendez, je vais le... Voilà. Tout le monde voit. Ouh, sacrée pointure, hein. Elle est du... Combien, 40 ? 43, ah bah alors voilà. Donc non mais on peut les mettre avec les livres hein, finalement. Donc de belles paires de chaussures de marche de taille 43 de marque Salomon, usagées, donc utilisées, voilà. Donc elles ont vécu. Donc Alain Bagnoud, effectivement, j'imagine que vous marchez dans ces paysages valaisans que vous aimez. Oui, je marche beaucoup. Pour moi, c'est important à plusieurs niveaux. Déjà au niveau personnel, parce que je le fais de façon assez méditative. Je ne fais pas la marche sportive pour essayer d'aller le plus vite possible. Vous savez, il y a des gens avec qui j'ai déjà marché, mais j'aime pas beaucoup ça, qui disent il y a 2h30 d'indiqué pour ce trajet, on va essayer de le faire en 2 heures. Bon, moi, je déteste ça. Au contraire, je vais plutôt lentement, et puis je fais attention à mon souffle, je regarde le paysage, j'essaie de ne penser à rien et d'être intégré à tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez poétique. Donc c'est important pour moi parce que ça m'équilibre, ça me donne un centre. Et puis c'est important pour mon écriture aussi parce que c'est souvent là qu'il me vient des idées, justement quand j'y pense pas. Tout d'un coup, c'est comme des petites bulles qui explosent. Plaf, je me dis, ah tiens, voilà ce que je pourrais faire. Clac. Et je le note rapidement. Et puis, donc vous promenez, balade en montagne avec le carnet, le crayon. Avec le petit carnet, je note immédiatement voilà, ce qui m'arrive ou voilà, où j'écris des poèmes, ça m'arrive aussi. Je crois que mon envie d'être écrivain remonte à ma lecture du livre Heidi quand j'avais 7 ans. Heidi. Ouais. Ça m'avait tellement frappé, ce monde d'Heidi qui ressemblait tellement au mien, au monde montagnard, mais qui était beaucoup plus beau que le mien, qui était tellement suave. Et je me disais, la vérité doit être quelque part là. C'est pas possible qu'un monde pareil existe. Il faut pouvoir le découvrir. Il est à portée de main. Et je crois que c'est ça qui m'a donné réellement envie d'être écrivain.
c'est-à-dire de me retrouver dans cette sorte de supraréalité dans laquelle il y avait du sens partout, alors que dans mon univers, il y en avait peut-être un peu moins, c'était complètement discontinu, enfin vous connaissez comment on éprouve les choses, surtout quand on est gosse. Donc voilà, je pense que ça c'était... Et puis après, quand même, j'ai aussi tâté la peinture quand j'étais jeune, je crois que j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'artistique, et puis j'hésitais un peu entre diverses choses, et un peu par élimination, finalement, je suis arrivé à l'écriture, mais j'aurais pu devenir musicien si les circonstances avaient été peut-être un peu différentes.